revenir sur ces qualités de Rigpa, ces qualités de cette intelligence primordiale, cette conscience primordiale, qui est notre vraie nature. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, on l'expérimente en méditation. En méditation, quand on rentre dans une méditation profonde, et j'ai guidé dans le cadre de Dynamica aussi des méditations comme celle-là, et je continuerai à le faire, on s'aperçoit en fait que l'esprit ordinaire se dissout. C'est-à-dire que tous ces concepts ordinaires vont se dissoudre en fait. Toutes ces références limitantes, si vous voulez, se dissolvent. Et ça donne une impression d'espace, mais on ne sait pas trop ce que c'est en même temps. Il n'y a pas de... On ne peut pas dire « Ah, je suis arrivé à un état », parce que si vous dites ça, de nouveau, vous recristallisez un jeu, vous voyez, un moi encore conceptuel. Donc là, c'est plutôt... Il n'y a pas vraiment... C'est à la fois indéterminé et immense. Et en fait, c'est là qu'on se rapproche beaucoup de la physique quantique, de l'indétermination quantique. Auparavant, j'en ai déjà parlé dans Dynamica, auparavant on pensait que le monde était fait d'un espace, d'un temps parfaitement défini, structuré, ainsi de mesurable, déterministe et ainsi de suite. Et on s'est aperçu en fait que la véritable nature du réel, et au niveau microscopique, était une indétermination pleine de potentialités, de potentialités infinies, mais justement indéterminée. Et là, on rentre justement dans ce flou quantique disons, je ne dis pas que c'est la même chose, bien sûr, que Rigpa, mais je dis simplement qu'il y a une très grande analogie entre les deux façons de voir. Et donc, quand on dit, on parle souvent des trois qualités de Rigpa. On dit qu'il est à la fois, qu'il y a une vacuité, un aspect de vacuité, un aspect de lumière et un aspect de compassion infinie. Et je voudrais revenir un peu sur ces trois aspects d'une façon très concrète. Je vais vous donner un exemple. Le premier aspect, c'est donc l'aspect de vacuité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vacuité, ça veut dire, vous vous rappelez, on a dit que c'était semblable à l'espace sans limite. Vacuité, ça veut dire, si vous voulez, sans fixation conceptuelle. Libre des fixations conceptuelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, nous-mêmes, nos systèmes de croyances, si tu veux, je l'ai dit juste avant, nos systèmes de croyances nous emprisonnent, nous font nous considérer comme un prisonnier condamné à mort à l'intérieur du corps. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement limitant, et c'est une croyance, en fait. C'est pas quelque chose qui est perçu, c'est quelque chose qui est conçu. Et je vais essayer de vous le montrer par un exercice vraiment par deux exercices très simples. L'un, il va porter justement sur l'identification au corps, et le deuxième sur le rapport au temps, qui est aussi bien sûr un des grands emprisonnements, des grandes limitations, la croyance en un temps linéaire, qui est une de nos grandes limitations. Donc le premier exercice est le suivant. Alors c'est pareil, c'est un exercice qui vient de la tradition de Douglas Harding, la Headless Vision, et donc que j'utilise ici. Vous prenez votre doigt comme ça, et vous allez, alors là vous allez cesser de me regarder, vous allez simplement m'écouter, et donc par exemple vous montrez du doigt le plancher. Vous allez montrer du doigt le plancher, et vous dites tiens, je montre du doigt un plancher, une chose, qui est du bois ou de la moquette ou autre. Et puis vous allez pointer du doigt vos pieds, puis vos jambes, puis votre cuisse. Et là, pareil, vous allez voir un objet. C'est un objet, on sent bien d'ailleurs que si on avait la jambe coupée, on continuerait à être nous-mêmes. On ne s'identifie pas à cet objet. Bon, c'est bien clair. Et donc voilà, on remonte le doigt de plus en plus vers nous, donc vers le haut de notre corps. Et donc on montre la poitrine maintenant, on monte la poitrine, et ainsi de suite. Et puis après, on va aller vraiment à notre centre. Qui sommes-nous vraiment ? Alors donc, on va pointer du doigt dans cette direction. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Je ne dis pas qu'est-ce que vous croyez qu'il y a, je dis qu'est-ce que vous voyez. Ce doigt, il pointe vers quoi ? Eh bien, il pointe vers rien du tout. Il n'y a rien. Il y a un vide là. Ok ? Vous êtes d'accord ? Et en même temps, et ce vide, en même temps, si vous enlevez maintenant votre doigt et que vous regardez, eh bien ce vide, en fait, il est plein de toutes les perceptions. Il est plein de tout ce qu'on peut penser, voir, entendre. C'est à la fois
un rien qui est tout. Et ça, dans le bouddhisme, dans le sutra du cœur, qui est un des grands sutras sur la vacuité, on dit le vide et la forme et le vide. Hein, c'est une des clés du sutra du cœur. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit la réalité et la nature de la réalité est vacuité, mais cette vacuité est plénitude. Et ça, c'est assez magnifique, parce que cette expérience du doigt, que vous pourrez répéter, hein, du doigt pointé, elle nous montre en fait, on n'est pas une chose, on n'est pas enfermé dans une tête, comme je vous le disais tout à l'heure, mais en fait, notre nature, à la fois, elle est rien, hein, et en même temps, ce rien est absolument tout. C'est-à-dire qu'en fait, on est une capacité consciente, une lucidité fondamentale, où tout peut être perçu. Donc, voilà un exemple parmi tant d'autres. Bien sûr, la physique quantique aussi, et la relativité d'ailleurs en général, la physique quantique nous montre aussi que la matière, ce qu'on appelle les phénomènes, qu'on a l'impression qu'ils sont tellement solides, tellement solides, eh bien on réalise qu'en fait même cette matière, si vous voulez, est complètement est faite d'atomes, hein, qui sont eux-mêmes faits de particules, et ces particules en fait sont c'est un simple champ d'énergie. Un simple champ d'énergie, une simple onde de probabilité, diraient les physiciens quantiques, hein, et en fait n'ont aucune existence tangible, solide et durable, alors ça c'est absolument certain, hein, aucune identité autonome on pourrait dire, mais en revanche, tous ces champs quantiques se manifestent finalement sous la forme de tout ce qui est perçu, hein, de tout ce monde, donc c'est pas rien non plus. Hein, c'est pas rien non plus, mais si vous voulez, c'est dénué d'identité, c'est impermanent, c'est continuellement en mouvement, et c'est dénué d'une solidité fondamentale. Donc ça, c'est aussi une découverte que finalement les gens n'appréhendent pas vraiment. On admire énormément Einstein, voilà, mais en réalité, on n'a pas vraiment prêté attention à son message, parce qu'il est trop révolutionnaire, et alors encore plus vrai pour la physique quantique, qui est encore plus décoiffante. Hein, dont on commence seulement à découvrir l'étrangeté incroyable. Et Carlo Rovelli, un des grands physiciens quantiques actuels, dit mais il n'y a pas besoin de croire au surnaturel, parce que moi je m'occupe du naturel, et croyez-moi, le naturel est tellement inimaginablement beau et décoiffant et étonnant qu'une vie ne suffirait pas à s'en émerveiller. Donc j'ai pas besoin de croire en un quelconque surnaturel. Et j'aime beaucoup cette affirmation, parce que dans le Dzogchen aussi on parle de l'état naturel de l'esprit, on ne parle pas de l'état surnaturel de l'esprit. Hein. Et on ne cherche pas du tout, d'ailleurs c'est important aussi, on ne cherche pas du tout des expériences extraordinaires. Il peut y en avoir, des grandes expériences bien sûr, sont possibles, mais ce n'est pas ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est de découvrir l'état naturel, qui est totalement évident, comme un jeune enfant qui ouvre des yeux sur le monde. Il n'a pas besoin d'avoir pratiqué les 10 000 heures de méditation ou d'avoir fait je ne sais quelle initiation. Il est juste un grand œil ouvert sur le monde. Et tout ça, c'est donné, c'est offert. Hein, c'est pas du tout caché, il n'y a pas besoin d'efforts incroyables pour le découvrir, c'est totalement évident, totalement dévoilé. Voilà. Alors une autre expérience dont je voudrais vous parler, c'est celle du temps. L'expérience du temps, je vous ai dit, hein, Einstein d'ailleurs disait l'espace et le temps sont les modes par lesquels nous pensons et non pas la réalité dans laquelle nous vivons. Donc même lui avait découvert que espace et temps étaient des croyances, des constructions mentales et non pas des réalités. Et là, alors on est en plein dans le Dzogchen, parce que effectivement le temps est considéré comme une illusion karmique, hein, dans le langage bouddhiste. C'est-à-dire c'est nous qui, par notre activité mentale, créons du devenir, créons du temps. Voilà. Créons le temps. Et je voudrais vous proposer une petite méditation sur le temps, toute simple, qu'on va faire ensemble, là, qui va prendre 1 minute. Vous allez voir, c'est très court. Hein, donc on se place en attitude méditative, c'est-à-dire qu'on lâche tout. Hein, on va prendre juste 1 seconde pour respirer calmement. On se centre sur sa respiration, tranquillement, on lâche prise. Hein, on est juste sur le souffle. Hein,
Et on va abandonner les pensées du passé et du futur. Hein. Donc c'est la première instruction, bien sûr. On va cesser de penser au passé et au futur, simplement dans l'instant présent, dans ce souffle qui va et vient. Et maintenant, nous sommes dans l'instant présent. Mais cet instant présent, il est toujours là. Il est toujours présent. Il est toujours neuf. Quand l'esprit est pacifié, cet instant présent, il est toujours neuf, toujours lumineux, toujours vif, toujours inaltéré, comme un premier matin du monde. En fait, et tous les instants sont des premiers matins du monde. Donc en fait, ce présent, il n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. Il est sans âge. En fait, nous sommes sans âge. Notre conscience primordiale est sans âge. Alors, on pourrait dire qu'elle est éternelle, mais le mot éternel sous-entend déjà un rapport au temps. Donc, c'est pour ça que dans les religions, on parle de Dieu qui est éternel. Parce que comme les gens sont fixés sur un temps, on dit voilà, il est éternel. C'est simplement une façon de parler. En réalité, c'est juste que la catégorie temps s'est dissoute. Et ça, dans toutes les expériences de méditation profonde, on dit que toutes ces limitations, justement, le moi individuel, le temps, etc., tout ça se dissout, les barrières, toutes ces barrières, finalement, vous voyez, se dissolvent. Donc ça, c'est l'aspect de vacuité. Hein. Je vous ai donné quelques petits exemples, hein, comme le temps, le corps, etc., l'identification au corps, à la solidité des phénomènes, mais il y aurait, évidemment, c'est sans fin, hein, c'est sans fin, parce que finalement, c'est toutes nos barrières mentales, toutes nos croyances les plus profondes qui vont progressivement se dissoudre. Hein. Et le message pratique, alors toujours, j'essaie toujours de parler de message pratique, hein, le message pratique, c'est relâcher la saisie sur le concept. Hein. Évidemment qu'on va manipuler des concepts, évidemment qu'au niveau relatif ordinaire, on a besoin de nos montres, de l'heure qu'il est, et donc on a besoin sur notre carte d'identité, il y a marqué notre âge, et puis on a besoin de savoir quel est notre âge pour demander une carte de, je sais pas quoi, de réduction ou autre. Hein, donc on a besoin de toutes ces références, mais simplement, on va abandonner la fixation aux références. C'est-à-dire que ces références, on va les utiliser, mais en même temps, on va en être libre. On ne va pas être obsédé par ces références. Voyez. Un exemple très simple, hein. Je suis français et j'ai besoin de le savoir, surtout quand je pars à l'étranger, que j'ai besoin de ma carte d'identité ou d'un passeport. Donc je le sais, hein, voilà. Mais simplement, ça m'est égal en même temps. Je ne pense pas sans arrêt, je suis français, je suis français. Voilà, sinon, je deviens, évidemment, quelqu'un qui n'est pas très, très, très recommandable au niveau politique. Hein, c'est-à-dire les gens qui sont obsédés par leur nationalité et qui rentrent en conflit avec les autres. Donc, vous voyez, il n'y a rien de mal à avoir des références pourvu qu'on ne soit pas fixé dessus. Hein, qu'on les lâche, qu'on les laisse, qu'on en soit libre, et en même temps qu'on les manipule. Donc ça, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est la définition du lâcher-prise. Hein. Le lâcher-prise, c'est utiliser les objets tout en étant libre. C'est pas du tout le lâcher-prise, ça ne veut pas dire renoncer à tout et partir dans une grotte. Hein, on peut avoir et en même temps être libre d'avoir.